Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyoko Factory qui va être donc une review consacrée au roman Code Lyoko Chronicles, en tout cas au premier tome de Code Lyoko Chronicles, donc le tome Le Château Souterrain, puisque comme je l'avais dit dans une précédente vidéo qui date un petit peu maintenant, je me suis finalement procuré les deux bouquins qui sont sortis chez nous aux éditions Albin Michel, qui sont donc les deux seuls tomes qui sont sortis chez nous en impression. Donc c'est une série de 4 tomes, je découvre totalement, ça c'est assez important de le préciser. J'ai pu lire certaines informations concernant le bouquin, enfin j'avais lu un résumé un petit peu très très court, tu vois, mais il y a des années de ça, ce qui fait que je suis au courant de certaines trames, mais c'est très flou et c'est un résumé vraiment très très court, donc en soi, là c'est vraiment ma première véritable lecture, ce qui fait que la suite, je la connais très très peu au final, je sais un peu vers quoi ça va se tourner, mais je vois pas plus que ça. Donc voilà, il faut prendre ma review, ma critique, comme vraiment quelqu'un qui ne sait pas vers où ça va concrètement, qui découvre l'univers Code Lyoko Chronicles. Sûrement que pour certains, c'est une œuvre que vous avez lue depuis longtemps maintenant. Moi, j'ai complètement découvert, donc eh bien, c'est parti pour vous donner mon ressenti sur ce premier tome. Alors, je ne sais pas qui l'a écrit, hein, parce que l'auteur s'appelle Jérémy Belpois, voilà. Donc, je sais pas concrètement comment s'appelle l'auteur. Enfin, il a effectivement choisi ce pseudonyme, et c'est pas au hasard, puisqu'en fait, le livre, en fait, s'adresse un petit peu, enfin c'est vraiment une histoire qui est racontée par Jérémy Belpois, même au niveau de la préface et tout, c'est vraiment Jérémy qui nous raconte le truc. Donc effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais ce bouquin n'est plus édité en France, hein. Il a été édité aux éditions Albin Michel, mais normalement il est plus réimprimé du tout. Moi je les ai trouvés en occasion, donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, je trouve déjà à souligner, c'est que c'est un tome 1 et ça se sent. C'est plus qu'un tome 1, pour moi, c'est vraiment une partie 1. Ça se sent que c'est vraiment une partie d'une histoire, et que c'est pas vraiment une histoire qui va vous suffire, quoi. Moi, j'étais à la fin. Quand j'étais à la fin, j'avais qu'une envie, c'était d'enchaîner, quoi. Et donc ouais, non, c'est pas un roman où tu vas te dire, bon, à la fin, tu vas être satisfait, tu vas te dire, ah là là, ok, j'ai eu une belle aventure et tout. Non, en soi, il y a pas mal de parties de l'histoire en plus qui sont séquencées par du flashback. Je vais en revenir dans quelques instants quand je vais résumer l'histoire. Donc ça se sent que bah, si tu commences avec ce livre, il faut que tu achètes les tomes d'après. C'est pas possible autrement. Tu peux pas te satisfaire de seulement ça, non, c'est pas possible. Donc allez, on est parti pour le résumé de ce premier tome. Alors attention, si jamais vous voulez, en tout cas lire cette histoire qui est disponible en PDF, notamment sur codelyoko.fr, hein, vraiment l'intégralité du texte, mais même des tomes qui ne sont pas édités chez nous, ils ont été traduits, parce qu'effectivement c'est un auteur italien, je crois. Donc c'est facilement trouvable, en tout cas sur internet, mais si jamais vous avez envie de découvrir par vous-même, stoppez la vidéo, parce que je vais effectivement non seulement résumer, mais aussi comme c'est une review, bah, je vais quand même entrer assez dans les détails niveau spoiler, donc voilà, c'est prévenu. Alors déjà, chose très intrigante, le livre s'ouvre sur un message de Jérémy Belpois, qui est un message flash forward, c'est-à-dire que c'est un message qui provient du futur, par rapport à quand tu vas démarrer l'histoire. Voilà, il dit: il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle, cette histoire est dédiée à mes amis, en particulier à Aelita, peut-être m'entend-elle encore en ce moment. Et alors ce message, d'emblée de jeu, comme ça, avant même le chapitre 1, il est quand même assez angoissant, parce que du coup, moi je suis en mode, bah du coup, comment ça va se finir en fait, enfin genre est-ce que l'histoire se finit bien? Ça te laisse quand même un petit flou, ça laisse supposer que les héros ont été séparés, qu'il y a eu un drame, et que du coup ça laisse l'ambiguïté sur est-ce que certains personnages sont décédés. L'histoire se passe donc plusieurs mois après la mort de Xana, donc à la fin de la saison 4, et donc eh bien, Jérémy, Aelita, Ulrich, enfin voilà, toute la bande décide d'aller passer leurs derniers jours de vacances avant la rentrée acadique à l'Ermitage. Voilà, ils s'organisent une petite journée à l'Ermitage en hiver. Et eh bien, il va y avoir un petit souci, c'est que Aelita va être prise d'une amnésie. Elle va perdre la quasi-totalité de ses souvenirs, et en fait, on comprend que ça coïncide avec un possible réveil, enfin c'est même pas possible, c'est avec le réveil de Xana, qui en fait à l'autre bout du monde, je crois que c'est au Japon qu'il est réveillé, à un moment, voilà, il apparaît en fait sur un réseau internet comme ça, et en fait l'histoire va faire
sans arrêt un ping-pong entre Xana et les Lyoko guerriers. C'est-à-dire que un chapitre sur 3 environ, un chapitre sur 2, un chapitre sur 3, on va avoir où en est Xana en fait dans son réveil, en fait dans son espèce de volonté de revenir en France, parce que voilà, on va être du point de vue de Xana, il va passer de réseau internet en réseau internet, on va vraiment passer de, je sais pas, enfin je vais pas rentrer dans le détail, mais on va passer d'une meuf qui est en train de geeker à Tokyo, qui est en train de geeker sur son jeu, à ensuite, hop, on est aux États-Unis, et puis là, il y a Xana qui s'introduit dans un concert, etc. Donc on va avoir sans arrêt des ping-pong entre Xana et les Lyoko guerriers, mais aussi Xana lui-même, dans ses intrigues, ça va beaucoup bouger, parce qu'il va apparaître à des endroits un petit peu aléatoires d'internet, dans l'espoir de trouver un hôte, en fait, pour, eh bien, revenir plus facilement en France. Chose que Xana va réussir à faire d'ailleurs, puisque vers le milieu de l'histoire à peu près, eh bien il va choisir une jeune américaine, Eva Skinner. Il va se mettre à la posséder en fait, et puis dans ce corps il va se renseigner et réussir à revenir en France. Et donc pendant ce temps en France, alors autant Xana, je crois que, enfin l'intrigue Xana, je crois que ça se passe sur plusieurs jours, autant l'intrigue des Lyoko guerriers, tout se passe en une journée. Ça c'est un truc assez intéressant, j'ai trouvé dans la narration, parce que ça laisse une espèce de, bon même si c'est pas hyper réaliste par moment, mais tu te dis bon pourquoi pas, mais ça laisse une espèce de, ça fait une espèce de timer en fait, ça nous situe assez facilement dans le temps. Il y a une espèce de contre-la-montre en fait en permanence dans le tome, parce que bon bah le lendemain il faut qu'on retourne à Cadic pour les cours, donc il faut qu'on se grouille de faire ce qu'on a à faire. Et donc dans l'espoir d'aider Aelita à retrouver sa mémoire, Jérémy et les autres vont se mettre à lui raconter en fait comment tout a démarré. En fait on va avoir en quelque sorte un condensé des 4 saisons du dessin animé dans un flashback. Là c'est la partie qui pêche un petit peu pour moi. En fait, il y a du bon et il y a du moins bon par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a du bon parce que du coup, si tu connais très mal la licence Code Lyoko, bon après tu me diras pourquoi t'achètes le livre, mais bon, à la limite, si tu connais pas plus que ça Code Lyoko, ce flashback, il est assez intelligent parce que du coup, il va te permettre à ceux qui connaissent de loin de savoir concrètement comment les Lyoko guerriers ont rencontré Aelita, qu'est-ce que Lyoko, etc. Ça permet en fait d'expliquer ce qu'est Lyoko, ce qu'est Xana, ce qu'est Franz Hopper, etc. sans avoir sans qu'on ait les personnages qui nous résument tout en mode mais si tu sais Lyoko, le monde virtuel qui a créé ton père et tout machin, ça permet en fait bah voilà de se remémorer les choses. Et de passer par le fait que Aelita ait perdu sa mémoire et qu'on essaie de lui redonner les souvenirs, de lui réexpliquer ce qui s'est passé, bah, ça donne une justification assez intéressante à ce flashback qui prend quand même une grosse partie du roman. Donc c'est un point positif, mais le point négatif selon moi, c'est que du coup ça m'a un petit peu décrédibilisé l'histoire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce qui nous est raconté, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans le dessin animé. C'est-à-dire que ça commence par le réveil de Xana. Au début, bon ok, il y a des petites différences par-ci par-là, mais ça suit, en fait, ça suit globalement le schéma du réveil de Xana. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même des différences assez notables par la suite. Au début, il y a des petits changements qui sont, bon allez, pourquoi pas. Mais après, plus t'avances, plus... Ah ouais non, l'auteur a quand même choisi des libertés quand même assez importantes, assez qui m'ont un petit peu sorti du truc en fait. C'est-à-dire que les réplicas n'existent pas. La fin du réveil de Xana ne se passe pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que bah, concrètement, quasiment après les événements du réveil de Xana, ils arrivent à matérialiser Aelita sur Terre, alors que bon bah dans le dessin animé ça a pris plusieurs mois à Jérémy. La mort de Franz Hopper, pareil, ne se passe pas de la même façon, hein. Le fameux épisode 94 où Franz Hopper se sacrifie pour Aelita, bah dans le roman, la finalité est la même, mais ça ne se déroule pas du tout de la même façon. Il y a le colosse, il y a William, il y a des trucs comme ça, mais ça ne se passe vraiment pas de la même façon. Pareil, le cœur de Lyoko, il se situe pas au même endroit. Il me semble même, je suis pas sûr, mais il me semble même que dans le bouquin, l'auteur nous fait comprendre que Carthage, c'est le cœur de Lyoko, enfin c'est l'endroit où se trouve le cœur de Lyoko. C'est le nom que porte le lieu, alors que bah, on apprend
Enfin, j'en avais parlé dans une vidéo, mais Sophie de Croisette avait expliqué que Carthage, non, c'est pas le nom du 5e territoire, c'est une petite blague de Franz Hopper, mais c'est pas le nom du lieu. Puis même, enfin voilà, les monstres, certains véhicules, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de changements. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu perturbé, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de mal à canoniser le reste de l'histoire. C'est-à-dire que oui, ok, le livre c'est pas Moonscoop et tout, c'est pas en soi c'est pas un livre canonique, hein, même si ça se passe après la saison 4, même si c'est un livre qui a été publié légalement, etc., etc. Ça n'empêche que ce roman, bon, ok, c'est pas canon, mais à la limite, tu sais, je me suis dit bon, c'est pas grave, ça m'intéresse quand même. Mais le truc c'est que comme les événements même du dessin animé sont modifiés dans l'histoire, et du coup, ça donne un deuxième coup de non, c'est pas canon. Non, 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 parce que ça se passe différemment. Certes, la finalité est la même, mais de mon point de vue de fan, j'ai pas réussi à me plonger à 200% dans l'intrigue. Je sais pas si vous arrivez à me concevoir, c'est-à-dire que même si c'est pas Sophie de Croisette, etc., qui tu veux qui a écrit ce bouquin, ça aurait pu, d'un certain point de vue, être canon parce que ça ne renie pas ce qui s'est passé dans le dessin animé. Si tu m'écris une suite au dessin animé, je peux concevoir que c'est canon d'une certaine façon, vu que tu me racontes vraiment la continuité. Là, du coup, c'est la continuité, mais d'un univers limite alternatif. Bref, voilà, la petite parenthèse par rapport à ça est terminée. Donc, du coup, suite à ce racontage d'histoire, eh bien, les Lyoko guerriers vont se mettre à fouiller un petit peu l'ermitage, et ils vont tomber sur un plan de construction de l'ermitage qui va les mener à un homme, en fait, qui vit dans le sud de la France. Et alors ça, c'est un truc que j'ai trouvé hilarant, c'est-à-dire que, je sais plus, il trouve ça vers, je sais plus moi, vers 15-16 heures de l'après-midi, il trouve ça, et les mecs se disent, bon, on a le temps d'aller dans le sud de la France, on prend l'avant-dernier train, on va au sud de la France pour aller voir ce gars qui a conçu les plans avec Franz Hopper, on lui pose des questions, et on prend un autre TGV pour revenir, dans la nuit, et on arrivera à temps pour le cours de Kadik. Ça m'a fait marrer, j'étais en mode, mais les mecs, à quel moment vous vous dites que vous avez le temps? Et bien évidemment que l'histoire nous fait comprendre que oui, ils ont eu le temps, en fait, enfin voilà, il y a la temporalité qui avance au fur et à mesure de leur intrigue, de leur investigation, mais ça m'a fait rire parce que je me dis, mais jamais dans la vraie vie tu te dis que c'est faisable, quoi, mais bon, passons. Donc les Lyoko guerriers vont rendre visite à cette personne qui a conçu les plans de l'ermitage dans le sud de la France, et cette personne leur révèle que dans l'ermitage, il y aurait une pièce secrète, voilà, il y a un faux mur qu'il a conçu, enfin, bon, bien évidemment, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais effectivement, voilà, il lui explique que oui, effectivement, Franz Hopper m'a demandé de concevoir cette maison, il m'a donné beaucoup d'argent pour concevoir cette maison, et pour non seulement aussi concevoir une pièce secrète, et donc les héros retournent à Kadik. Bon, alors ils se font interpeller un peu par la police et tout, parce que ils n'avaient pas trop de quoi payer un billet, et puis ils ont en plus, Jérémy a trafiqué le compte bancaire de Monsieur Delmas, c'est pas très cool ça, et donc ils retournent à l'ermitage, ils trouvent effectivement la pièce secrète, et dedans ils trouvent une cassette de Franz Hopper, et Franz Hopper, donc une cassette qui était donc destinée à Aelita, et dans cette cassette donc qu'a enregistré Franz Hopper, et bien celui-ci confie 2 missions à Aelita, celle de se débarrasser de Xana, vu que la vidéo a été enregistrée bien avant le combat des Lyoko guerriers contre Xana, et une deuxième mission, c'est de retrouver Antea Hopper, donc la mère d'Aelita, et Aelita trouvera aussi dans la pièce, il me semble, un bracelet. Voilà, c'est une chaîne d'or avec gravé dessus W et A et un nœud. Alors ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc pour Waldo, Antea, et le nœud, c'est le lien qui les unit, donc c'est Aelita. C'est trop beau. Et donc voilà, le livre se termine comme ça, en fait, avec les Lyoko guerriers qui ont trouvé cette cassette, avec Franz Hopper qui demande à Aelita de retrouver Antea. Alors bien évidemment aussi, la cassette explique, mais ça c'est un truc qu'on sait dans le dessin animé, mais la cassette explique aussi que Franz et Antea travaillaient sur un projet qui pensait bénéfique pour l'humanité, mais en fait pas du tout, donc ils ont voulu s'échapper, mais ils se sont fait rattraper, etc. Ça c'est des trucs en soi qu'on sait déjà. Voilà pour le résumé très succinct, très résumé pour le coup, de ce tome 1, donc le château souterrain. Alors moi du coup ce que j'ai pensé de ce bouquin... Alors, le truc, c'est que,
comme je le disais, ça se sent que c'est une partie 1. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne peux pas en dire plus pour l'instant au niveau du ressenti. Je peux pas dire si l'histoire, j'arrive à y croire, en tout cas pour l'intrigue du côté de l'Hélioko guerrier, parce qu'au final, comme je vous expliquais, le flashback prend beaucoup de place dans le roman, et l'enquête, tout se passe en une journée, et en soi, on n'apprend pas grand-chose de nouveau. Enfin, en tout cas, à la fin du tome 1, t'apprends pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que Antea est sûrement vivante, et que la maison a été construite par quelqu'un et tout, machin, et qui a demandé de concevoir une pièce secrète. Même ça, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal aussi, parce que, bon, dans le dessin animé, Jérémy et sa bande, ils ont quand même beaucoup fouillé l'Ermitage, hein, de souvenirs, ils le font 2-3 fois, je crois, donc je me suis dit un peu, bon, mais bon, pourquoi pas. Mais voilà, l'histoire, en tout cas, l'histoire, c'est vraiment un début, c'est limite un prologue, en fait, je trouve, ce livre, pour le futur, parce que il y a des trucs qui sont teasés, hein, notamment le fait que Franz Hopper avait des amis sur qui compter, et que je me doute un peu, enfin je pense, j'ai une petite idée de qui il s'agit, je pense qu'effectivement il y a des personnages qu'on connaît, que Jérémy et les autres vont aller rencontrer, mais voilà, sinon la mission, l'inédit si je puis dire, démarre à peine en fait avec ce tome 1, donc c'est un peu compliqué d'émettre un avis sur la qualité de l'intrigue. Néanmoins, j'ai adoré les parties sur Xana. J'ai adoré parce que c'est vraiment des parties sur lesquelles les premiers chapitres, l'auteur ne te dit pas concrètement que c'est Xana, mais tu le comprends. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des bugs et tout, et t'as une personne qui est en train de jouer, je dis n'importe quoi, et puis là, le narrateur dit ouais, et alors est apparu un sigle, un espèce d'œil avec 3 bâtons et tout s'est mis à sauter d'un coup, machin. Et ça crée une sorte de tension à chaque fois où tu te dis mais oh là là, ce con, il est en train de revenir. Mais c'est progressif en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment progressif. D'abord, il apparaît dans... Je dis n'importe quoi, hein, mais il apparaît dans une boîte, sur un écran de portable, puis sur un écran d'ordinateur, puis je sais pas, dans un distributeur et tout. Tu le vois qui pop un peu à gauche à droite, qui essaye de trouver une sortie, une solution, et à partir du moment où il est dans la peau d'Eva Skinner, là, il y a vraiment une angoisse qui se met, parce que elle est maléfique. À un moment donné, il y a l'Eva Skinner possédée par Xana, qui croise une dame toute gentille qui veut l'aider. Ouais, t'es où? Parce que voilà, Eva Skinner, c'est une petite collégienne, je crois, elle doit avoir 13 ou 14 ans aussi, je crois. Et du coup, la dame, elle est là en mode, oh, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Et Xana, il essaie de mimer un comportement humain, donc il est là, avion, aéroport et tout, machin. Et la dame, elle est là, oh, mais il faut demander à la police et tout, machin. Et après, t'as un paragraphe suivant, t'as écrit, le chien de la dame était en train d'aboyer devant le spectacle horrible. Enfin, tu comprends que Eva l'a tué, quoi. Enfin, en tout cas, qu'elle est plus très fraîche, la dame. Donc ouais, non, personnellement, moi, les parties sur Xana m'ont beaucoup plus plu, en fait, que les parties sur Jérémy et tout, mais c'est parce que aussi, les parties sur Jérémy, enfin, sur l'Hélioko guerrier, c'était très flashback, et puis, c'est des trucs qu'on savait un petit peu déjà, donc je me dis, c'est sûrement à partir du tome 2 que là, ça va être plus intéressant, parce que déjà que Xana va être logiquement revenu en France. Le bouquin est cool aussi, parce qu'on a des petites parties, voilà, des petites parties recherche, en fait. Enfin, c'est un peu imagé avec des pages couleurs, ce que les héros, enfin, dans leur... au fur et à mesure de leur enquête, de leur investigation, ce que trouvent les héros, en fait, on a les plans, en fait, comme ceci. On a des plans de l'usine, comme ça. Enfin, non, en tout cas, il y a des petits côtés aussi... qui sont très intéressants dans le bouquin. Le caractère des personnages, je le trouve plutôt bien respecté, des fois peut-être un petit peu trop dans le stéréotype, mais après je me dis, bon, ça doit pas être facile aussi de reprendre possession des personnages. Globalement, je dirais que c'est les mêmes, hein. Enfin, c'est-à-dire que, bon, Odd le petit plaisantin un peu, machin, toujours une tension un peu ridicule, burlesque presque, entre Ulrich et Yumi. Peut-être que Jérémy, il est un petit peu plus virulent dans le roman que dans le dessin animé. Mais bon, à la limite, ça m'a pas plus dérangé que ça, j'avoue. Voilà pour cette review du premier tome de Code Lyoko Chronicles. Je sais pas combien de temps va me prendre ma lecture pour le tome 2, parce que je lis beaucoup de trucs en parallèle et tout, du coup j'avance très lentement. Et puis j'aime bien prendre des notes par-ci par-là et tout, enfin en tout cas pour ce bouquin, c'est ce que j'ai fait. Du coup, je sais pas concrètement
quand est-ce que je vais vous faire une vidéo sur la suite. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, vos avis concernant ce livre, si jamais vous l'avez lu. En essayant, s'il vous plaît, de pas trop me spoiler, même si, bon, je sais, il y a quand même pas mal de choses que je sais déjà, mais c'est un peu flou, donc s'il vous plaît les gens, ne me spoilez pas, mais n'hésitez pas à me dire votre avis sur ce tome, et si la suite vaut vraiment le coup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, dimanche 14 février, pour le dernier épisode de la première saison de Lyoko Factory. Si vous regardez attentivement la date de ce jour, je pense que ça sera pas trop dur de comprendre quel sera le sujet de la vidéo, mais en tout cas en attendant, moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous les Lyoko fans, et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.